Bon dimanche des Rameaux, mesdames et messieurs. Ce dimanche, j'ai le réel plaisir de recevoir Maître Jean-Marie Eley Ilofélé, secrétaire général de l'ONG Avocats sans frontières, défenseur des droits de l'homme, société civile panafricaine. Avec lui, c'est acté. Nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse d'être avec nous, Maître Eley. Je vous remercie pour l'invitation. Merci, c'est très gentil. Mais nous allons commencer comme j'ai un défenseur de droits de l'homme. Nous allons commencer par ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Noé Tchani a jeté, comme on dit, le pavé dans la mare. Il a demandé aux parlementaires de revoir, si possible, cet article par rapport à la présidence de la République. Vous le savez, il a dit ceux qui doivent briguer la présidence de la République doivent être issus de pères et de mères congolais. Alors, beaucoup disent que c'est une proposition discriminatoire. Beaucoup disent que ce n'est pas le moment. Beaucoup disent pourquoi maintenant? Y a-t-il des objectifs derrière, des objectifs politiques derrière? Vise-t-il des gens en particulier? Car beaucoup disent le métissage, c'est pas seulement entre blanc et noir. Le métissage, c'est aussi entre noir et noir. J'ai un défenseur de droits de l'homme. Expliciter, en tout cas pour nous un peu, qu'est-ce qui se cache derrière cette proposition de loi? C'est regrettable pour un ancien candidat président de la République parce que aujourd'hui, les Congolais sont mariés aux étrangers. Comme disait Senghor à l'époque, nous sommes des métis culturels. Il a été marié à une Française, mais un grand défenseur de la race noire. Et puis en plus de cela, il n'y a pas de raison de dire que d'orienter les sentiments des Congolais qui sont nombreux dans la diaspora et qui contribuent de manière efficace à diminuer la pauvreté qui règne ici. Il suffit d'aller dans les maisons Western Union, vous comprendrez. Nous avons des compatriotes mariés aux Chinois, moi je connais, aux Français, aux Belges, aux Américains. Et puis même le pays le plus grand au point de vue du monde libéral et industriel, les États-Unis, n'ont pas empêché Obama de devenir président de la République. C'est vraiment regrettable, c'est condamnable. Mais les États-Unis, eux, ils ont verrouillé cette loi par rapport à la présidence de la République américaine. Seuls ceux qui sont nés sur le sol américain qui deviennent président de la République. Je lui ai posé personnellement cette question. Il m'a dit, eux, ils ont leur propre réalité que nous n'avons pas. Nous devons protéger parce que nous sommes infiltrés, entre guillemets, par des étrangers. Mais pour être infiltré, il faut le vouloir. Vous savez, beaucoup de Congolais, quand ils parlent de la nationalité, ils pensent toujours qu'il y a beaucoup de Rwandais ici. Ça ne passe pas. C'est nous qui organisons les choses. Si vous vous laissez infiltrer, bon, c'est vous qui le voulez. C'est un défaut d'organisation interne. Aujourd'hui, même prenons le cas même d'une Rwandaise. Et si beaucoup de Congolais ont fait des enfants avec des Rwandais, ces enfants-là ne peuvent pas... non, selon lui, non. Ils sont non. Et puis ils ont peur de quoi? Pas très patriotes, pas très... voilà quoi. Donc, mais demain, vous direz aussi comme Noé Tchani, bon, il est Kassaïe, donc il ne peut pas épouser une femme du Bas-Congo ou de la province orientale parce que chez lui, on va la considérer toujours issue d'une autre province. Et ça va de soi. Moi, je pense que il y a nos enfants sont nos enfants. Et moi, je plaide même pour la double nationalité. Ça fonctionne partout, ici au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Quand vous prenez le président ivoirien, mais il a une femme juive, mais qui participe activement à la promotion de l'économie ivoirienne. Est-ce que vous ne comprenez pas sa peur profonde pour dire que, bon, on ne connaît pas d'abord qui est congolais, qui ne l'est pas, donc verrouillons un peu ce poste-là, donnons ça aux vrais fils du pays. Peut-être c'est dit, bon, ceux qui ont été avant nous avaient des nationalités, entre guillemets, assez douteuses, et ils ont conduit le pays là où nous sommes aujourd'hui. Peut-être si un vrai fils du pays prenait la tête de ce pays, peut-être les choses changeront, on ne sait pas, peut-être qu'il a des... Est-ce qu'il y a des vrais fils et des faux fils? C'est un racisme condamnable. Moi j'ai participé à la conférence mondiale contre le racisme à Durban.
des résolutions qui sont nées de cette conférence. Le président Kabila venait d'arriver au pouvoir, les Castro et Obama étaient venus à cette conférence. Et les résolutions ne permettent pas à un pays comme la République démocratique du Congo, qui est même à la tête de l'Union africaine, de proposer de telles lois. C'est rétrograde. C'est racisme à rebours. Mais à Congo Télévision, nous ne marchons pas les mots, nous disons la vérité. Est-ce que cette proposition, ce qu'il demande, est-ce que cela ne vise-t-il pas? Parce que moi, j'essaie de tourner en rond, de voir quel est le Congolais né de père et non qui est hautement dans les sphères politiques. Je ne vois que Moïse Katumbi. Est-ce qu'il ne vise-t-il pas dans cette proposition, Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, les métis de notre pays? Parce que là, on s'est dit, tous les métis de notre pays ne deviendront jamais président de la République. Ni Katumbi, ni Olivier Kamitatou, ni Kengo, ni... quand on voit tous les métis de ce pays, ils sont d'office écartés comme président de la République. Bon, si vous faites de Olivier Kamitatou un étranger, Olivier Kamitatou est marié à ma cousine, la fille de Vieux Bomoko, qui est Mongo. Et les enfants qui sont là, nous les considérons Mongo de l'Équateur comme nous. Vous allez en faire quoi? Maintenant, ils sont avec nous dans la famille. Et puis Olivier Kamitatou, le feu Vieux Kamitatou, est le père de l'indépendance de ce pays. Je suis son avocat. Donc c'est... Et puis Katumbi, il a fait des preuves au Katanga que peut-être d'autres Katangais purs noirs n'ont pas fait. Didas Pembe, par exemple, ne pourra pas devenir chef de l'État selon la loi il peut le devenir. Ça ne peut même pas passer. Je pense que quand on va à la compétition, il ne faut pas chercher à éliminer les autres avec des lois rétrogrades. Allez-vous tous à la compétition, Bemba, Ndundu. Les Ndundu et les autres sont d'office disqualifiés. Les vieux d'Elvois à l'époque, ils ont fait des preuves dans ce pays. Je me rappelle bien, Henri Lopez était Premier ministre à Brazza, son papa était ici à Maluku. Et quand même vous voulez parler de père et de mère, je vais vous raconter une histoire. Je vous en prie. Quand vous allez ici chez les Bateke, on introduise le roi de Bateke à Brazzaville, qui est là, des cousins. L'un est du Congo-Brazzaville, les autres, ce sont de Kinshasa. Mais ils sont de la même famille. Quand vous traversez plus loin, vous avez Ifondo français, Ifondo belge. L'Iranga français, l'Iranga belge. Les gens se marient. Pire encore, avec les affaires de Yumbi. Vous savez que nos sœurs qui ont traversé à Brazza, nous avons un grand problème. Le président même était parti là-bas. On nous demande quand est-ce qu'ils vont rentrer avec les événements. Mais ils se sont mariés là-bas. Ces enfants-là, aujourd'hui, entre quelqu'un du Congo-Brazzaville, du Fondo, de l'Iranga ou le Banounu Bobangi, vous allez lui dire que non, vous ne pouvez pas devenir président ou candidat ici au Congo. Et aujourd'hui, avec la zone de libre-échange, ça veut dire quoi aujourd'hui entre nous Africains? Ça veut dire, ça c'est des faux problèmes. Ils ont peur de Moïse Katumbi. C'est tout simplement ça. Même certaines personnes parlent de Bemba. Mais aujourd'hui, Bemba sera candidat. Bemba sera candidat. Qui ne sait pas que ces problèmes-là, ces pays ne concernent même pas le Congo, mais c'est des questions qui se sont déroulées en Centrafrique, et puis il y a une connotation politique. Si nous voulons la paix, nous voulons être sérieux, laissons tout le monde concourir. Ils ont des partis politiques. Le but de ces partis politiques, c'est de conquérir le pouvoir. Et le peuple décidera. Et le peuple décidera. Nous allons prendre, mesdames et messieurs, le premier condensé lié à la sortie du gouvernement. On attend. On sait que le gouvernement Ilunkamba fait 3 mois pour sortir, permettez l'expression. J'ai eu cet petit rappel par Pascal Moulegua. Salut à toi. Et cette fois-ci, ça fait déjà 1 mois et quelques jours, nous attendons toujours et l'impatience commence à grogner au sein de la population. Et la CAGE nous dit par rapport à ce blocage du gouvernement. Premier condensé, mesdames et messieurs. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, CAGE ainsi, dénonce la prise en otage du peuple congolais par l'Union sacrée
pour la nation. Par cette déclaration, la CAJ dit avoir puisé à la bonne source la vraie cause du blocage à la sortie du gouvernement Sama Lukonde. C'est des personnes imbues de la gourmandise qui se battent pour le positionnement politique. Une situation selon la CAJ de nature à priver Félix Tshisekedi des leviers nécessaires pour la matérialisation du projet de société sur base duquel il a été élu chef de l'État. En dépit de la bonne volonté exprimée par le président de la République, il y a des membres de l'Union sacrée pour la nation qui sont en train de bloquer la formation du gouvernement. Donnez-moi d'autres noms sur lesquels je vais trier un pour représenter votre parti ou regroupement. Vous refusez, vous dites, c'est moi ou rien. À ce moment-là, c'est toujours le président de la République. Non, soyons logiques. Très sûr de ses sources, l'Association congolaise d'accès à la justice menace de mettre à nu les auteurs de ces actes. Si ça continue comme ça, nous finirons par publier un communiqué donnant les noms de ceux qui se seraient mis en ordre utile dans ces blocages, en donnant même des explications. Ainsi, pour faire barrage à ce que la CAJ qualifie d'antivaleurs, une pile de recommandations est dressée à l'intention du président de la République, notamment la dissolution de l'Assemblée nationale. La CAJ qui a initié, déjà quant à ceux, les contacts avec plusieurs organisations de la société civile, recommande vivement au président de la République de constater l'incapacité et la mauvaise foi de la classe politique congolaise de parvenir à la formation d'un gouvernement resserré et moins médiativore qui prendrait en charge le bien-être du peuple congolais. De procéder, s'il échoue, à la dissolution de l'Assemblée nationale, afin de permettre au peuple de se choisir des hommes et des femmes imbus d'un esprit d'État patriotique. A noter que ce fut le 15 février que le nouveau Premier ministre a été nommé par le chef de l'État. Cependant, la sortie de son gouvernement s'est fait toujours attendre. D'ici là, le gouvernement Sama Lukonde sera mis en place, déclare Isaac Bakoukou. Pour ce cadre d'ensemble pour la République, le temps pris pour la formation du tout premier gouvernement de l'Union sacrée est lié à certains préalables. Ce sont les derniers réglages. Les derniers réglages, d'ailleurs, je pense que d'ici là, le gouvernement va sortir, contrairement au gouvernement Ilukamba, qui a fait 7 mois. Donc, la patience, oui, parce qu'il ne faut pas avoir un gouvernement hybride. Il faut un gouvernement, selon les dires du Premier ministre, un gouvernement de warriors. S'agissant des réformes électorales, Isaac Bakoukou s'insurge contre la proposition faite par Noël Tiani, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Vous savez, Noël Tiani souffre d'un complexe de supériorité. Il croit que, comme il a travaillé à la Banque mondiale, il est supérieur par rapport aux autres. Ses propos sont archaïques, stéréotypés et dépourvus de tout sens que je caractérise du racisme, du séparatisme et xénophobe. Parce que lui qui prétend être de père congolais ou de mère congolais, qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport à vous, par exemple, qui est de père congolais et de mère étrangère? Moi, je me pose la question, il cible qui? Parce qu'il sait que si aujourd'hui, en 2023, mon président se présente, il n'existera pas. Alors, lui, quand il est rentré ici, au Congo, il a créé combien d'emplois? Parce que leur cible aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi. Ça tire de partout. C'est malheureux. Notons que depuis sa nomination le 15 février dernier, l'actuel Premier ministre s'est investi dans les tractations pour la constitution de son gouvernement, chose qui impatiente plus d'un Congolais. Maître Ley, vous avez suivi Georges Kapiamba. Selon lui, le pays est pris en otage par certains membres de l'Union sacrée pour la nation. Et d'ailleurs, il menace, si ça continue, de divulguer les noms. Non, on se pose la question. Moi, je vous pose la question. Est-ce que le président, comme garant des institutions, ne peut-il pas taper du poing sur la table et dire non, ça suffit, le temps passe, on n'a pas de temps à perdre? Moi, je comprends les politiciens congolais. Vous savez, quand vous suivez de manière dialectique ce qui est arrivé, la première alliance, UDPS, PPRD et autres n'a pas réussi. Il a fait appel aux autres. Nous sommes dans un pays à plus de 90 millions d'habitants, plus de 500 partis politiques. Et en droit constitutionnel, les partis politiques ont pour vocation d'accéder au pouvoir
et si c'est possible de se pérenniser par la voie des élections. Le plus grand problème avec l'Union sacrée, c'est qu'on a appelé tout le monde à se mettre d'accord parce qu'il faut se le dire, le président avait raison, les élections étaient chaotiques. Telles que même ceux qui se tardent de poids politique, moi j'ai fait le contentieux électoral, j'ai plaidé les deux élections ici. Vous avez quelqu'un qui est élu au niveau des urnes. On suscite des contestations, on va à la cour. Et puis il est invalidé. J'ai vu les Kizamina, les Jibama, les hommes de Dieu élus pleurer. Je pense que ce n'est pas un travail facile. Et puis la Constitution dit ceci, que le gouvernement doit être représentatif de toutes les couches sociales de la République. Nous avons aujourd'hui 21 provinces. Ça veut dire qu'il y a un premier élément. Il faut au moins qu'il y ait un ministre. De chaque province. Mais oui, c'est constitutionnel. Sinon, les gens de cette province ne se sentiront pas concernés. Il faut faire cette dosage. En plus de cela, les partis politiques doivent donner des noms. Mais il ne suffit pas de donner un nom. Il faut aussi que la personne qu'on donne ait le profil. Bon. Mais malheureusement, les gens donnent leurs enfants, leurs femmes et autres. Donc ce travail-là n'est pas facile. Vous êtes un grand avocat. Oui. Je comprends le premier ministre. Vous êtes un grand avocat. Les partis politiques sont comme des écoles, comme des structures, qui savent déjà potentiellement qui peut être qui. Il y a déjà un genre de critérium dans certains partis politiques, ou dans les partis politiques, je présume. Comparaison n'étant pas raison, je le dis. Comment en France, par exemple, Maître Eley, on ne prend pas 1 mois et demi pour former un gouvernement? C'est vrai que là-bas, il n'y a pas 500 partis politiques et tout, c'est vrai. Mais comment, par exemple, au sein de l'UDPS, on ne parvient pas à détecter des potentiels ministres au sein d'un grand parti comme l'UDPS? 32 ans d'opposition, donc on sait qui est qui et qui peut être qui. Donc on ne peut pas, après 1 mois, tout le temps se battre, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, c'est incroyable, on n'a pas le temps, Maître Eley, on n'a pas le temps. On a beaucoup trop de problèmes. C'est un déficit idéologique. Quand un parti politique, on canalise les choses de la base au sommet. Au sommet, exactement. Quand le sommet a décidé que pour nous, par rapport au gouvernement actuel, nous prenons tel. Mais malheureusement, vous avez, pour l'UDPS, des gens, soi-disant de la base, qui contestent officiellement. Quand on leur donne 8 postes, il y a 80 candidats. Ça pose problème. Et qui peut trancher ce problème? C'est seulement des instances internes à l'UDPS. Mais c'est ça, oui, mais trancher et donner 8 personnes faites comme des primaires. Ailleurs, ça se fait, Maître Eley. Même dans les partis démocrates, avant qu'il y ait des élections, Maître Eley, on les voit, il y a des primaires, on sanctionne et celui-là passe comme candidat président. Mais chez eux, il n'y a pas de primaire, il n'y a pas ce genre d'élection au sein de leur parti pour empêcher tout ça. C'est incroyable qu'après 1 mois, on ne parvient toujours pas à trouver de solution. Mais il y a un déficit idéologique et puis les gens de l'UDPS se comportent comme à l'époque du Parti communiste soviétique. On fait la différence entre le parti et l'État. Il faut qu'ils arrivent à comprendre qu'il y a l'État congolais, le président Kabila qui est à la tête, le président Tshisekedi est à la tête de l'État congolais, mais l'UDPS, c'est un parti politique fait privé. Il ne faut pas qu'ils essayent de contester tout ce qui s'est fait au niveau de l'État quand le président traite avec ses partenaires. Parce qu'ils n'ont pas la majorité. Ils n'ont pas le nombre de députés suffisant pour gouverner. Mais malheureusement, il y a un déficit de formation idéologique. Beaucoup de gens à la base qui sont à l'UDPS s'imaginent que l'État congolais est à eux. Et qui peuvent contester tout ce qui s'est fait, soit disant même faire des remontrances au président de la République pour dire qu'il a trahi parce qu'il n'a pas fait ça par rapport à la ligne idéologique du parti. Mais le parti n'a pas eu la majorité. Il faut composer avec les autres. Et il n'est pas le président que de l'UDPS, il est le président de la République. C'est pour cela qu'il faut que les gens soient formés. Et puis en plus de cela, nous sommes presque vers les élections. Parce que nous devons préparer les élections. Si les gens de l'UDPS ou d'autres alliés veulent effectivement arriver au pouvoir, ils doivent faciliter les choses, qu'on fasse la réforme électorale et préparer leurs candidats afin qu'ils puissent avoir la majorité avec leurs alliés et gouverner ensemble. Aujourd'hui, ils ont besoin des autres.
on n'a pas, le confrère n'a pas raison. Quand il y a la vie privée des gens, les élections arrivent, vous dites que nous allons publier une liste de ceux qui bloquent. Non, c'est tout à fait normal en politique. Quand vous prenez Katumbi, quand vous prenez Bemba, ils ont des partis qui sont assis. Il est carrément insulté. Moi je le dis, il est carrément insulté par les membres de l'UDPS. Ce n'est pas normal. Il est insulté. Ce n'est pas normal. Bemba, c'est la même chose. Déficit de formation idéologique. Ce sont des petits bourgeois qui ne comprennent rien. Quand on veut faire la politique, normalement, il faut former les gens. Mais si Bemba est venu causer avec Tshisekedi pour régler le problème de l'Union sacrée, ou Katumbi, ce n'est pas pour le beau jeu de Tshisekedi et de l'UDPS. Et de sa base. Ils font la politique, et de sa base. Ils font la politique. Et comme les autres le disent, ils ne sont pas obligés qu'à la fin de ces négociations, à la fin de ce gouvernement, que Tshisekedi soit le candidat commun. Ce n'est pas vrai. Ils ont créé leur parti politique pour arriver au pouvoir. Demain, il ne faut pas parler de la traite. Il y a même certains qui disent non, mais si Katumbi vient, si Bemba vient, il risque de faire ombrage au président de la République. Donc, mais non, ils n'ont pas dit qu'ils ont aliéné leur parti politique pour Tshisekedi. C'est constitutionnel. Donc il faut former les compatriotes. Nous parlons à cette population. Donc Moïse Katumbi ni Bemba ne bloquent la sortie du gouvernement. C'est personne qui bloque. Donc c'est simplement les tractations qui durent. Oui. C'est exactement ça. Donc, même la fameuse loi là, on a peur de Katumbi. On va créer des dossiers au pénal. Il est étranger, il est maison des stupides. Et ça va continuer. Moi je pense que si on veut la paix, il ne faut pas chercher à éliminer les autres. Ils se mettent ensemble et nous créent des textes juridiques qui vont accompagner les processus d'élection. Bemba est candidat, Katumbi est candidat, Marie-Josée Foucault est candidat et autres. Et le peuple choisira. Dans le montage de l'UDPS, ça dit qu'ils sont arrivés au pouvoir. Non, ils doivent y rester. Mais c'est le peuple qui jugera. Si Tshisekedi n'est pas élu, et Fayoul, qui se dit président élu et non proclamé, il dit aussi qu'il veut devenir président. Vous allez l'empêcher. Il faut considérer que la présidence n'est pas l'apanage d'un parti politique quelconque. Et celui qui a l'Union sacrée, qui se verra avec l'ambition de devenir président de la République, il n'a pas trahi. Il n'a pas trahi. Parce qu'il faut qu'on précise les choses. Il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. Écoutez bien ce qu'a dit Maître Lay, il n'y a pas du tout trahison, c'est simplement le jeu politique, mais les gens disent que c'est le peuple qui trinque, hein, donc tout ça, c'est bien que c'est un jeu politique, Maître Lay, mais c'est le peuple qui trinque. Hein. Mais en dernière analyse, Samaloukombo et le président doivent se retrouver, puisqu'ils ont fait des propositions. Mais vous devez tenir compte du fait que, pour donner la crédibilité à ce gouvernement, après le divorce avec le FCC Cash, sans Bemba, sans Katumbi, ça ne vaut pas. Nous allons parler nous allons à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs. Nous allons parler de l'audience qu'a accordée M. Mbosso à certains ambassadeurs. Et cela a suscité beaucoup de réactions. Je vais poser d'ailleurs la question à Maître Jean-Marie Hélé tout à l'heure. Et la grogne de certains assistants parlementaires. Le ciel est bleu entre la Grande-Bretagne et la Chambre basse du Parlement congolais. Ceci s'est traduit par l'audience du speaker de l'Assemblée nationale à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Christophe Mbosso et Baltzman ont échangé sur le programme de travail de la session et les projets de loi dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Au sortir de l'audience, la diplomate britannique a rassuré la détermination de deux parties de travailler pour l'intérêt de la population. Alors, merci. J'ai échangé avec le nouveau président de l'Assemblée nationale sur le programme de travail de cette session, les projets de loi qui sont déjà devant l'Assemblée, mais aussi d'autres projets qui sont attendus du nouveau gouvernement. Donc, on a échangé sur cela.
Nous sommes un grand partenaire de la RDC, surtout dans tout ce qui est le renforcement des institutions et la démocratie. Donc, notre partenariat avec l'Assemblée nationale va continuer. Il était heureux d'avoir ma visite et de pouvoir échanger sur les défis du pays, mais aussi sur l'accompagnement de la Grande-Bretagne après la RDC. Alors, j'espère qu'on peut nourrir notre relation et notre partenariat. Et j'espère que l'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat, en fait, peut continuer le travail pour servir la population, pour être une institution qui fait de bon travail pour que la population est prospère et saine et en paix. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale s'est dit flatté de recevoir en son cabinet de travail la diplomate britannique avec qui il a échangé sur les défis du pays et l'accompagnement de la Grande-Bretagne à la RDC. Mbosso est venu comme union sacrée que nous avons soutenu. Nous l'avons accompagné jusqu'à l'élection. Nous avons fait des banderoles, des déclarations pour les soutenir. Nous avons présenté un cahier de charges avec tout ce qu'on avait comme problème, les arriérés, les affaires de nomination, l'absence de carte de service. On lui a présenté. Jusque-là, ça fait 2 mois que le président Mbosso est président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Jamais il n'a payé les assistants, même les arriérés de Mabunda, même pas de carte de service. Il n'a pas aussi établi ce qui a été évoqué comme motif principal dans la motion qui a amené Zanine Mabunda à la décision, les règlements financiers de l'Assemblée nationale. Ce qui fait à ce que les lignes de dépenses publiques réservées dans les finances ne sont pas respectées. Les assistants sont payés dans les frais de fonctionnement. Quand ça arrive, on paye les députés. L'argent destiné au paiement des policiers arrive, on paye les services d'entretien de l'Assemblée nationale. Donc du désordre dans la gestion des finances publiques à l'Assemblée nationale. Ce qui a fait que cette situation a préjudicié les assistants qui sont aujourd'hui pendant 8 mois impayés, alors qu'ils sont responsables, pères de famille, locataires par-ci par-là. Cette situation ne tient plus. Maintenant, nous voulons que ça change aujourd'hui. Donc, ça doit changer. Maître Eley, quel est le rôle de l'assistant parlementaire? L'assistant parlementaire assiste le parlementaire dans l'exercice de ses fonctions. C'est le suppléant? Non. C'est pas le suppléant. Il assiste quand il est absent, par exemple, pour aller prendre les documents de travail, les projets de loi, il va prendre. S'il est en voyage, il peut prendre son salaire et donner à l'épouse. Si le parlementaire a des urgences par rapport à sa base, il assiste. Mais ce qu'on doit se dire sincèrement, après 2 mois, je comprends que ils ont les problèmes de salaire, il y a la continuité de l'État, mais on ne peut pas demander à Mbosso quand même, après 2 mois, de régler tous leurs problèmes. Ils ont des arriérés de salaire, mais moi je connais des gens à l'ONATRA ou dans d'autres entreprises qui ont 7 mois, 10 mois d'arriérés de salaire. L'État congolais est en déliquescence dans les entreprises publiques, madame. Je pense qu'ils ont fait une révolution. Mbosso est arrivé. Il faut qu'on lui donne le temps. Et puis il y a les finances publiques. Ils se disent que chaque mois, permettez-moi, j'essaie de spéculer, en les suivant, l'argent arrive, mais on ne tient pas compte d'eux, on paye les autres et tout ça, mais eux, ils sont comme des menus frétins, et pourtant ils font un travail, ils abattent 2 fois même un travail énorme, mais peut-être même plus que les députés eux-mêmes. Donc pourquoi on les néglige comme ça? C'est une forme de discrimination. Est-ce que cet argent arrive? Ils connaissent comment fonctionnent les finances publiques. Quand il y a de l'argent débloqué pour les députés, on ne doit pas payer les administratifs. Mais pour le fonctionnement, ils ont dit qu'ils sont payés avec l'argent du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Je les ai suivis religieusement. Mais est-ce que cet argent est arrivé? Et une chose est de déclarer que l'argent est arrivé, mais à prouver. Et puis, il y a des mécanismes aujourd'hui de suspension, de décaissement des fonds de l'État, même dans les entreprises, en attendant qu'il y ait un gouvernement pour éviter des malversations. Il y a aussi ce problème-là. Donc, ils doivent comprendre qu'ils sont des administratifs.
Mbosso vient d'arriver, et ce n'est pas Mbosso qui s'occupe de leur paye. Quand l'argent est débloqué au niveau du ministère des Finances. Mais vous contredisez parce que ce sont les raisons qui ont fait partir Janine Mabunda. Si vous dites que c'est Mbosso qui ne s'occupe pas de leur paye, mais Janine Mabunda non plus ne s'occupe pas de leur paye. Dans le cas de Janine Mabunda, il y a eu des détournements. Okay. Mais lui, il est arrivé. Nous n'avons pas mis le ministère des Finances aujourd'hui. Personne ne... Donc, eux, ils doivent patienter un peu la sortie de ce fameux gouvernement. Ils doivent patienter. Mais et puis, normalement, si nous avions une administration efficace, sans le gouvernement en Belgique, le pays peut fonctionner. Il y a la continuité de l'État. Il y a aussi un problème de pléthore, madame. Tout le monde travaille là-bas au Parlement. Nous devons recruter... Mais chaque député a droit à un assistant. Oui. C'est dans leur loi réglementaire. Oui, ils ont droit, mais ce n'est pas les députés qui payent son assistant. C'est l'administration du Parlement. Il n'y a pas de raison, si l'argent est décaissé, qui ne puisse pas être payé. Il y a un autre problème aussi qui survient, c'est... Bon, on a vu, hein, le numéro 1 a reçu l'ambassadeur de Grande-Bretagne, et il n'est pas le seul, hein, il reçoit beaucoup d'ambassadeurs. Mais beaucoup disent qu'on perd un peu de notre souveraineté parce qu'on discute des sujets de souveraineté de notre pays, les propositions des lois, comme cette ambassadrice, en fait, cette dame qu'on a reçue. On a déjà parlé de certains projets de loi, on a parlé de la diplomatie. Bon, la diplomatie parlementaire, je peux comprendre, mais qu'on parle des projets de loi, de tout ce qui est un peu, pas intime, mais quand même... personnel pour notre pays, est-ce qu'on a le droit de partager cela avec certains ambassadeurs? Parce que moi, je regarde ailleurs, je ne vois aucun ambassadeur congolais aller voir le président de l'Assemblée nationale française pour lui poser la question, vous allez discuter de quoi cette fois, et voilà. Pourquoi on fait ça à nous? Pourquoi? Le Congo est un État africain post-colonial et nous n'avons pas la maîtrise de nos finances. Et nous recourons même pour des petites choses à l'aide étrangère. Raison de plus, comme nous ne voulons pas gérer l'État de manière classique avec des normes de bonne gouvernance, ces diplomates-là agissent comme groupe de pression pour aider l'État à avancer. Pour eux, par exemple, à cette session, ce qui est prioritaire, c'est la loi électorale. À cette session, c'est la mise en place de la CENI. Parce qu'il nous reste très peu de temps. Et certains diplomates ne se cachent pas que pour dire que le gouvernement actuel n'aura même pas une minute de plus pour faire la prolongation du mandat. Pas de glissement. Oui. Donc, c'est une forme de pression qui peut être encouragée avec nos élites qui s'imaginent souvent que le peuple n'a rien à dire, il n'y a que eux. Et cette pression occidentale contribue quand même à faire avancer les choses. Parce que si vous ne faites pas ça, nous bloquons vos avoirs. Si vous ne faites pas ça, nous ne vous donnons pas les visas. Et comme les élites sont extraversées, ils ont faim et en font là-bas. Ils adorent passer les vacances là-bas. Ils peuvent faire avancer les choses. Donc, le monde est un village planétaire. Et dans les pays où l'État est en déliquescence comme le nôtre, je pense que un droit de regard sur nous. Un droit de regard sur nous, parce que nous sommes toujours des enfants, des bébés. Est-ce qu'il y a un salaire, par exemple, vous voyez un peu au Parlement, est-ce que pour un salaire, on peut marcher dans une administration? Ça doit être quelque chose de normal si l'administration fonctionne bien. Mais chez nous, ça pose toujours des problèmes. Vous avez parlé des élections, nous allons en parler d'ailleurs tout à l'heure, hein, parce que tout le monde aujourd'hui est focalisé déjà sur 2023, pas des glissements. L'Église catholique en a parlé, aujourd'hui c'est l'Église protestante qui a pris le relais. Tout le monde parle de 2023. Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis, en a parlé. Bahati en a parlé. Tout le monde parle déjà des élections de 2023. Nous allons en parler tout à l'heure et évidemment, nous allons avoir... quelques activités du président de la République. Les succès de la campagne de la redynamisation du parti UDPS dans le Moamba a été surtout l'œuvre des fils du terroir. Cas du mieux élu de Lemba, Peter Kazadi s'est signalé à la cérémonie au cœur d'une procession instoppable, colorée notamment de la fondation qui porte son nom.
Pour ces vieux routiers du parti et toujours proche de l'actuel homme fort du pays, la redynamisation devra s'accompagner des innovations en vue des nouveaux convertis. Redynamisation, mais cela ne doit pas se limiter seulement à installer les comités, mais aussi à engager des actions qui peuvent attirer de plus en plus la population, non seulement à la base de l'IDPS, mais ceux qui ne sont pas encore du parti, pour qu'ils adhèrent massivement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus un parti de l'opposition, nous sommes un parti au pouvoir. Nous devons inventer aussi des méthodes pour mobiliser et nous installer davantage. Décidément, cap vers les nouvelles élections, Peter Kazadi n'hésite pas de vanter son candidat populaire. Nous sommes un parti né de la contestation en vue de l'instauration de la démocratie. Nous ne pouvons pas donc avoir peur des élections. Nous sommes prêts à tout moment. Et comme je l'avais dit à travers mon tweet, notre candidat naturel a toujours été le plus populaire de tous les temps. Si demain il y a élection, nous allons le remporter haut la main. Mais les combattants ne quitteront pas le député jusqu'à ce qu'il quitte lui-même l'activité. Selon la cellule de communication de la présidence de la République, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, ont, pendant 2 heures de discussion à huis clos, évoqué tous les sujets liés à l'actualité du continent africain, comprenant notamment ceux relatifs à la riposte contre la Covid-19, à la réforme institutionnelle de l'Union africaine, à la restauration de la paix en Afrique, ainsi que toutes les problématiques qui touchent présentement à l'Afrique. Moussa Faki a pour sa part souligné la parfaite convergence de vues entre la Commission de l'Union africaine et le leadership du président Tshisekedi. Notons que cette rencontre a été élargie à d'autres personnalités telles que la représentante de l'Union africaine en RDC, Michel Hélène Natundiaye, et l'ambassadeur de la RDC en Éthiopie, Dr Ngandu Ilunga, ainsi que le membre du panel chargé de l'accompagnement du président Félix-Antoine Tshisekedi dans sa mandature à l'Union africaine. Signalons également que le président de la Commission de l'Union africaine séjourne à Kinshasa depuis le week-end dernier, où il enchaîne des réunions et séances de travail avec différents responsables de l'Union africaine au pays. Maître Ley, notre président est président de l'Union africaine pour cette année. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, était dans nos murs et ils ont discuté par rapport au problème de l'heure. Vous êtes avocat, je précise, défenseur de droits de l'homme, société civile panafricaine. Pour vous, le panafricanisme existe toujours comme le père du panafricanisme. On a pensé Kwame Nkrumah, Lumumba et les autres. Cet esprit panafricaniste existe encore aujourd'hui. Ça existe encore. Et l'homme qui est à la tête de l'Union africaine aujourd'hui, Moussa Faki, c'est un collègue que j'ai connu à Bayardel. Il a étudié à la fac des lettres ici à Brazzaville. Et ils ont fait l'exil avec toutes les guerres qu'on a eues. Donc, il a vu comment le panafricanisme a existé, parce que même quand les Sakara sont tombés, ils sont venus à Brazzaville, et les Hérodia sont passés par Brazzaville et Laurent Désiré Kabila. Donc le panafricanisme tel que prôné par Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Barthélemy Boganda, nous devons sentir que nous sommes africains, et aujourd'hui nous avons des problèmes communs, surtout avec la zone de libre-échange africaine. Nous devons échanger entre Africains pour réduire la misère qui existe dans le continent. Aujourd'hui, un Africain ne peut pas être considéré vraiment comme un étranger ici chez nous. C'est regrettable parfois que vous assistez, il y a des Africains qui sont expulsés d'un pays. Ça, c'est beaucoup plus en Afrique du Sud. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas, peut-être les pays maghrébins, je vois qu'il y a vraiment un grand racisme là-bas, mais il y a aussi des racismes entre nous noirs, hein, qu'on se le dise en Afrique du Sud. Même ici, des fois, on le ressent. Hein, oui, mais nous devons transcender cela. Le problème, c'est qu'il faut respecter les lois du pays d'accueil.
être en ordre et respecter les lois. Quand il y a des étrangers, par exemple des Africains qui vont dans les zones minières sans avoir l'autorisation et qui se livrent au trafic, c'est mauvais. Mais je pense que l'esprit panafricain doit être cultivé dans chacun de nous. Donc, les pères fondateurs de l'Afrique disaient que les frontières actuelles que nous avons ne sont que des frontières artificielles. Je veux vous donner un exemple. Mais qui n'ont pas voulu changer, je n'ai jamais compris. Moi, personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi les pères de l'indépendance n'ont pas voulu modifier les tracés... L'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, c'est un sacro principe qui existe dans la charte de l'Union africaine. Mais avec le temps, nous devons travailler pour que les Africains se sentent mieux chez eux. Vous savez, moi, ça me fait de la peine. Je suis parti plaider une affaire à Tunis. J'ai rencontré des Congolais et des Africains en masse qui vous disent, non, l'Europe, c'est là-bas. Et on traverse la nuit, les gens meurent. Donc, on considère que l'Europe, c'est l'Eldorado, et pourtant, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a la misère ici chez nous, l'extrême pauvreté, quand les gens ont des problèmes même pour manger. Ce sont des besoins primaires. Et à plus de 50 ans des indépendances. Quand un policier meurt dans son lieu de travail à cause de la faim, c'est pour Kassai, ça m'a... C'est pour cela que nos élites ont une grande responsabilité. Quand ils s'amusent comme ça, là, pendant plusieurs mois, on n'arrive pas à sortir un gouvernement parce qu'on trouve que moi je dois être là, mon fils doit être là. Il y a la misère, même ici à Kinshasa. Moi un jour, je me promenais, j'arrive à Matongé, un garçon bien là, un monsieur, il vous dit, vieux, vous ne pouvez pas me donner 200 francs pour acheter Kanga journée. Je me dis, comment un grand monsieur comme ça peut manquer 200 francs? Il y a l'extrême pauvreté dans notre pays. Quand vous prenez même l'indice du développement humain de la Banque mondiale, mais vous avez pitié. Hein? Donc, les élites ont une grande responsabilité de nous faire rêver. Quand se fut les Lumumba, les Kwame Nkrumah, que l'Afrique, demain, ça sera le paradis, nous allons transformer l'Afrique. Donc, il faut même idéologiquement que ceux qui sont au pouvoir fassent rêver ce peuple-là. Parce que la jeunesse se décourage. Hein. L'Union africaine est toujours aujourd'hui le syndicat de présidence? Non, non, non. L'OIU a été le syndicat des présidents. Mais maintenant, avec l'Union africaine, nous devons aussi apporter notre contribution à la connaissance de l'Union africaine. Expliquer aux masses pourquoi l'Union africaine. Aujourd'hui, avec la zone de libre-échange, nous devons échanger entre Africains. Nous devons réaliser l'autosuffisance collective entre pays africains. Et nous avons des zones économiques spéciales un peu partout. Nous devons déployer un effort pour transformer nos matières premières, pour créer le bonheur de nos peuples. Donc, nous mettons ensemble nos potentialités et nous devons créer des conditions pour une vie minimum. Vous avez suivi Peter Kazadi, en tout cas pour eux, pour l'UDPS, il a dit, ils n'ont pas du tout peur des élections, et pour eux, de toutes les façons, leur candidat naturel, Félix Tshisekedi, gagnerait haut la main. Vous l'avez dit, hein, le parti politique, c'est pour conserver le pouvoir, mais beaucoup de gens se posent la question, Maître Lé, pourquoi on se focalise déjà pour 2023 et les problèmes actuels, on ne parvient pas à les résoudre. On a un problème d'eau, de route, d'électricité, de famine, d'école et tout ça. Les gens ne parlent plus de ça. Aujourd'hui, tout le monde est sur 2023. L'église catholique, l'église protestante, les partis politiques, tout le monde est là et on oublie les présents. On oublie le présent. Je dois vous dire que l'élection, ce n'est pas synonyme de démocratie. Mais il faut se le dire que l'UDPS doit se préparer. Nous avons un territoire vaste. Il faut avoir des candidats partout. Ils sont au pouvoir. Être au pouvoir, ils ont la caisse de l'État. Non, ça ne veut rien dire. C'est ce qu'il disait à l'époque, que Kabila a les caisses de l'État, il fonctionnait avec les caisses de l'État. Ils sont un parti au pouvoir aujourd'hui, ils ont des caisses de l'État. L'argent ne suffit pas, parce qu'en face d'eux, ils auront Fayoulou. En face d'eux, ils auront Jean-Pierre Bemba. En face d'eux,
Ils auront Moïse Katumbi. Et quand vous prenez... Si la loi de Tchani passe, ça ne passera pas. Et puis, en cela, il faut se préparer parce que ce sont des partis ancrés. Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Un. Et puis de deux, de la gestion qu'ils auront fait de manière temporaire du pouvoir qu'ils ont aujourd'hui, dépendra leur avenir. Or, vous avez raison. Pour le moment, comme vous voyez les visages des Congolais, aujourd'hui, des inondations, des gens au Parlement déjà, ils n'ont pas de salaire. Mais qui répondra de ça? Donc, il faut que l'UDPS se prépare pour avoir le vrai pouvoir avec des alliés, pour avoir la majorité. Sinon, le même problème va se répéter. Et ici au Congo, même avec le PPRD, pourquoi l'alliance entre le président Kabila et Gizenga? Pourquoi l'alliance avec le PPRD? Parce que Idemo à l'époque. Parce que ce n'est pas facile de battre campagne. Hein. Quand on va au mot en bas, on dit qu'on est populaire, on veut conserver le pouvoir, ça pose problème. Maître, avant de passer à autre chose, 2 ans déjà, nous allons vers... oui, c'est 2 ans, hein, de la présidence du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Votre bilan, en quelques mots, comment vous estimez son bilan à mi-parcours déjà? Positif parce que, au point de vue des libertés, parce que moi je suis défenseur des droits de l'homme, aujourd'hui on peut parler du président Tshisekedi, positivement ou négativement, on n'a pas peur. Sous Kabila aussi, hein? Non. C'était pas quand même la même chose. Et puis dans les cachots, nous qui sommes des avocats, sincèrement, à la NER, les bureaux de... tout ce comme service, des convocations qui n'ont ni tête ni queue, ça n'existe presque plus. Au point de vue des libertés, il y a un effort quand même qui a été fourni. Il faut le reconnaître. Le reconnaître. Le social, hein. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? Il y a les libertés politiques, oui. Mais les libertés économiques et sociales, ça pose problème. Il y a la pauvreté dans notre pays. Et c'est un défi majeur pour les gouvernants. Ça ne sert à rien d'avoir 500 partis politiques qui ne résolvent pas les problèmes du peuple. C'est ça. On ira beau aux élections parce qu'il faut y aller. La Constitution fixe le mandat à 5 ans. Et il faut y aller. Parce qu'il y a même des gens qui développent des théories selon lesquelles il y a la jurisprudence Kabila, il n'y a pas les recensements. Il n'y a pas de recensement, on a pu prolonger. Et donc nous aussi, on pourra évoquer cette jurisprudence. Pire encore, il y a même des gens de l'UDPS, je n'ai pas apprécié ça, qui ont dit même après la déclaration des prêtres que ah non, mais s'ils veulent faire la politique, ils doivent enlever les soutanes et faire la politique comme nous. Donc ils reprennent les discours de Mende à l'époque. Non, les catholiques sont des pères spirituels. Les églises sont des groupes de pression. Et ils ont le droit de s'exprimer sur la politique du pays. Parce qu'il ne faut pas seulement prêcher aux gens le ciel, mais il faut d'abord être bien ici sur terre. Sur terre. Merci Maître Ley, merci beaucoup. Nous allons entrer dans le volet judiciaire. Nous allons parler de la dénonciation de détournement au Lualaba et du verdict du procès de l'EPST. Vous le savez, hein, 20 ans de prison. On dit qu'à la RDC, c'est toujours 20 ans. C'est 20 ans net pour les détourneurs à l'EPST. Plus de précision.